Une délégation du mouvement des entreprises françaises, conduite par Jean-Michel Guelot, directeur de la prospective et de la performance au personnel, a été reçue ce matin dans la salle de réunion du bureau du conseil départemental et municipal par le premier vice-président du conseil départemental et municipal, Louis-Gabriel Missatou, au nom de la présidente en mission. Pendant près de 45 minutes, les deux parties ont échangé sur des projets d'intérêt commun. Pour la mairie de Pointe-Noire, c'est le comité économique de la ville, piloté par le deuxième vice-président du conseil, Germain Mbemba Bantimba, qui a présenté à la délégation les projets retenus dans le cadre de la municipalisation additionnelle que bénéficie Pointe-Noire et dont les travaux ont été lancés par Denis Sassou Nguesso en novembre dernier. Ici, Germain Mbemba Bantimba a égrené le chapelet des projets pour permettre aux partenaires de faire le choix de ce qui leur convient. Il est prévu au niveau du gouvernement et au bénéfice de la mairie de Pointe-Noire ou de la municipalité de Pointe-Noire, de sa commune, d'abord la construction d'un palais présidentiel interdépartemental, à cheval entre le Puy-Loup et Pointe-Noire, qui sont deux départements voisins. Il est prévu la construction des berges de Luango pour lutter contre l'avancée fulgurante de l'érosion maritime. Il y aura la réhabilitation de la gare ferroviaire de Pointe-Noire, que vous connaissez, qui est un mouvement emblématique. Il est prévu également la construction d'une gare routière moderne sur la route nationale numéro 1 à l'entrée de Pointe-Noire. On sépare le nord de Pointe-Noire. Il est prévu la construction d'un complexe sportif aux environs de Diosso. C'est vraiment à 18 km de Pointe-Noire. Il y a l'aménagement d'une nouvelle agglomération urbaine au voisinage de la zone économique spéciale. Donc c'est du côté de Luango. Pour ceux qui ont suivi l'actualité récente, le président de la République a posé la première pierre à cette zone économique spéciale. Donc tout autour de cette zone devait pouvoir se développer pas mal d'activités dans justement l'aménagement de cette agglomération autour de cette zone. L'achèvement des marchés de Magno, de Lumumba et de Tieti, ainsi que l'achèvement des travaux du siège de l'arrondissement de Ngoyo. En 16e opération, la construction d'une nouvelle usine de captage et de traitement d'eau à partir du fleuve Lomé, y compris les réservoirs de stockage. Et s'agissant de la résilience urbaine, l'État a épinglé donc les érosions du plateau de Yinda qui feront l'objet d'un traitement particulier. Et dans ce cas, des financements qui seront recherchés par le gouvernement. Le MEDEF, par la voix de Jean-Michel Guelot, a bien noté les axes d'intervention qui pourront faire l'objet des chantiers une fois les appels d'offres lancés. Présenter la délégation, composée évidemment d'entreprises françaises, adhérentes au MEDEF international France-Afrique centrale, mais aussi composée de la représentation d'Unicongo et de quelques adhérents, par son président et de quelques adhérents des entreprises, donc d'Unicongo, entreprises congolaises. Chaque service et chaque entreprise s'est présentée. Le service, la cellule économique et la mairie nous ont présenté l'ensemble de leurs projets et nous avons convenu de revenir vers eux, notamment en s'engageant pour répondre aux futurs appels d'offres à travers des partenariats entre entreprises françaises, mais surtout entreprises congolaises qui puissent répondre aux attentes de la municipalité et des habitants de Pointe-Noire. Est-ce que les populations ponténégrines peuvent avoir l'espoir d'avoir un soutien du MEDEF? Alors, le MEDEF et l'ensemble de ces entreprises sont prêtes à participer et à apporter leur savoir-faire, leurs compétences dans tous les domaines d'activité, et notamment au niveau de la délégation des représentants de la santé, de l'éclairage public, des infrastructures et bien d'autres étaient présents et se sont engagés, en tous les cas, à participer
aux différentes appels d'offres qui seront lancés par la municipalité et le département. Près d'un Africain sur 5 souffre quotidiennement de la faim et malgré les progrès réalisés pour lutter contre la malnutrition, le rapport mondial sur la nutrition est formel. Les taux de malnutrition en Afrique restent préoccupants. Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, l'a redit ce matin. Selon les données statistiques collectées en 2021, 828 millions de personnes étaient touchées par la faim dans le monde, soit une augmentation d'environ 46 millions depuis 2020 et 150 millions depuis le déclenchement de la pandémie de la Covid-19. Cette dégradation quantitative et qualitative alarmante de la nutrition dans le monde est malheureusement plus ressentie en Afrique. Assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable sur le continent, autant de défis au centre de réflexion de participants à la réunion d'Abidjan qui se tient à un moment où l'Afrique est confrontée à une crise mondiale exacerbée par le conflit russo-ukrainien. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Mélié-Koné, l'a relevé à l'ouverture de la réunion. Le conflit russo-ukrainien a d'ailleurs fait ressortir la fragilité de la plupart de nos pays dans ce domaine. L'urgence pour notre continent est de sauver des vies et d'offrir des lendemains meilleurs à nos plus jeunes, qui représentent aujourd'hui l'espoir et l'avenir de nos communautés et de nos nations. La cérémonie d'ouverture a tout de suite été suivie par l'intervention des panélistes, parmi eux le chef du gouvernement congolais qui a présenté l'expérience congolaise en la matière. Tous réunis au Sofitel Hôtel Ivoire ont été unanimes pour reconnaître que l'année africaine de la nutrition est un pan important du développement économique et du bien-être des populations africaines. Un grand travail est en train d'être fait dans le changement de mentalité, donner à une population formée au fonctionnariat et la faire migrer vers l'initiative et l'entreprise privée. Et c'est ce qui se fait, notamment en termes d'engagement agricole. Un vaste programme est mis en place par le gouvernement parlant des zones agricoles protégées pour amener les populations des zones rurales à mieux s'organiser, à se lancer dans l'activité agricole avec l'accompagnement de l'État qui apporte tout le système d'aménagement des terres, de mécanisation et de fertilisation des sols, organisant donc ainsi les populations à moins investir parce que l'agriculture a ceci de particulier que si on laisse aux jeunes agriculteurs l'obligation d'investir seuls sur la fertilisation, l'aménagement, la mécanisation, il ne pourra pas entrer dans son investissement et ça risque de le décourager. L'État est donc obligé d'accompagner ce processus en réduisant les charges d'investissement des populations primo-entrepreneurs, de sorte qu'elles ne pourront investir que leur propre main-d'œuvre. Et c'est au travers de cette main-d'œuvre, accompagnée par l'État, qu'elles peuvent réaliser des bénéfices pour la survie, améliorer donc leur pouvoir d'achat, se donner donc un emploi par ce biais. Et c'est pour cette raison que nous avons fait le lien entre l'objectif numéro 2 de fin zéro et l'objectif numéro 8, parce que par l'agriculture, on va développer le plein emploi. Donc, il y a cet effort d'accompagnement qui se fait à ce niveau. Et bien entendu, renforcer la production, c'est amener l'enfant depuis l'école à savoir produire ce qu'il devra consommer. Et il a été mis en place un programme de classe verte, notamment des jardins scolaires, et encourager les populations rurales à produire pour mettre les produits alimentaires à la disposition des établissements scolaires et réussir par ce biais la grande campagne d'alimentation scolaire qui a fait l'objet de l'adoption dans notre pays d'un programme national d'alimentation scolaire. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place. En ce moment, l'ambition du gouvernement, c'est la formation, l'éducation, la sensibilisation des populations,
Ils se sont rencontrés pour la deuxième fois consécutive en l'espace de 5 mois, une preuve supplémentaire de la vitalité des relations bilatérales entre le Congo et la Côte d'Ivoire. À la faveur de cette réunion de haut niveau sur une problématique aussi importante qu'est celle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, une problématique de l'ODD 30, comme vous le savez, une problématique qui englobe en elle seule l'ensemble des problématiques des objectifs du développement durable. Et nous avons partagé cette vision qu'avait eue son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire d'inscrire cette problématique pour l'agenda 2022 de l'Union africaine. Et nous avons tenu à lui témoigner la gratitude du peuple congolais pour l'invitation qui nous a été faite de venir associer notre voix à tout ce travail qui a été amorcé et qui devrait se poursuivre. J'ai eu à bénéficier de l'écoute de son Excellence Monsieur le Vice-président qui, au nom du Président de la République, a rappelé l'engagement qui est celui de la Côte d'Ivoire à faire en sorte que l'Afrique soit capable désormais de se nourrir par elle-même. Ils ont par ailleurs abordé les questions de paix et de sécurité dans les deux sous-régions d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Conformément à certaines préoccupations soulevées par son Excellence Monsieur le Président de la République et qu'il a en partage avec son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, des préoccupations sur la paix, la sécurité au sein du continent et dans nos deux sous-régions respectives. Voilà. Il y a des processus de transition qui doivent être conduits à leur terme pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Nous aussi, en Afrique centrale, nous avons des pays, notamment le Tchad, qui est dans un processus de transition. Nous avons la question de la paix en RDC et nous avons partagé nos vues sur l'action menée de part et d'autre pour accompagner ces processus vers une paix véritable dans nos sous-régions. Aussitôt après la clôture de la réunion, Anatole Kodiné Makosso a quitté Abidjan à destination de Luanda, en Angola.